Nouvel an de feu à Belfast, l'IRA frappe 11 fois. L'archevêque de Montréal célèbre l'année de la famille. À l'ENA, jour 1, les frontières sont ouvertes. Le téléjournal avec Pascal Nadeau. Bonsoir. L'arrivée d'une nouvelle année, ça devrait se passer sous le signe de la réjouissance, de la paix. Je dis devrait car dans plusieurs coins du monde, malheureusement, et vous allez le voir ce soir, le premier de l'an est une fois de plus marqué par des affrontements violents. En Irlande du Nord, par exemple, l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, a frappé à nouveau à Belfast. Des bombes incendiaires ont détruit ou endommagé 11 immeubles. Personne n'a été blessé. Le reportage de Jacques Bissonnet. Les terroristes de l'IRA ont fait exploser plusieurs petites bombes incendiaires à Belfast, détruisant 10 grands magasins et endommageant très sérieusement une bibliothèque municipale. Les dommages sont évalués à plusieurs millions de dollars. Ces incendies en série ont créé un véritable chaos en cette nuit du Nouvel An à Belfast. Avec cette nouvelle attaque, le gouvernement britannique se demande maintenant si l'IRA et son aile politique, le Parti nationaliste Sinn Féin, veulent vraiment la paix. This therefore brings into question the attitudes and motives of the IRA. Do they want peace in the way that most of the people in Northern Ireland want peace? Le maire de Belfast, lui, a comparé l'IRA aux nazis en rappelant que les derniers extrémistes à avoir détruit des bibliothèques avaient été les troupes d'Hitler. They tried to burn down a library. Now, the last group of people that tried to burn down libraries were the Nazis before the Second World War. Et pour compliquer les choses, une des deux milices paramilitaires protestantes, l'Ulster Freedom Fighters, a indiqué qu'elle va reprendre sa lutte armée contre les républicains catholiques. L'UFF a décidé d'ignorer la récente déclaration de paix intervenue entre la Grande-Bretagne et la République d'Irlande sur l'avenir de l'Irlande du Nord. C'est la réaction la plus dure exprimée jusqu'à maintenant contre cette entente. Rien ne va plus maintenant en Irlande du Nord et selon plusieurs sources à Londres, le gouvernement britannique envisage d'adopter des mesures pour protéger la population de la province, comme par exemple le retour à l'internement automatique de toute personne soupçonnée d'appartenir à un groupe terroriste. Ici Jacques Bissonnet, à Londres. Au Mexique, des attaques lancées par un groupe d'Indiens contre 4 villes du sud du pays ont fait 6 morts et 18 blessés. Les 200 Indiens se réclament d'une organisation inconnue jusqu'à maintenant, l'armée zapatiste de libération nationale. Y aura-t-il enfin la paix en Israël, entre Israéliens et Palestiniens dans les territoires occupés en 1994? En tout cas, la paix n'était pas au rendez-vous en ce premier jour de l'an. Même que le chef de l'OLP, Yasser Arafat, a accusé Israël de vouloir faire déraper le processus de paix qui doit amener les Palestiniens à exercer une forme d'autonomie dans la bande de Gaza et de Jéricho. À Gaza, 8 Palestiniens, membres du mouvement Hamas, ont été blessés par des soldats israéliens. Des journalistes auraient aussi été battus par des soldats. Ailleurs, dans les territoires, le groupe rival du Hamas, le Fatah, célébrait le 29e anniversaire de leur première attaque. Pour la première fois, les autorités ont toléré la manifestation. Et puis en Bosnie, les affrontements se poursuivent. 2 personnes ont été tuées aujourd'hui et 5 autres blessées dans les combats. Des obus sont tombés sur Sarajevo pendant toute la journée. L'un d'eux, tout près de la résidence du commandant des Casques Bleus, le général Bricmont. La journée a toutefois été plus calme qu'hier, alors qu'on a compté 5 morts et 40 blessés. Bonne et heureuse année à tous. À Rome, le pape Jean-Paul II a donné sa traditionnelle bénédiction ce matin, place Saint-Pierre. Il a lancé un appel à la paix, soulignant que l'harmonie entre les peuples commence par l'harmonie entre les individus. Il estime que la paix mondiale est menacée par les inégalités entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud. À Montréal, l'archevêque Jean-Claude Turcotte a célébré la traditionnelle messe du premier de l'an. Le thème central de son homélie a porté sur la famille, dont c'est l'année internationale. Gilles Sirois y a assisté. Pour l'Église catholique, ce premier de l'an est dédié à la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Cette année, cette fête a une résonance spéciale puisque 1994 a été choisie par l'ONU pour devenir l'année internationale de la famille. Monseigneur Turcotte en a fait le thème central de son homélie. Il a rappelé que la famille demeure la cellule de base de la société et de l'Église. Il regrette
que cette réalité fondamentale ait fait de plus en plus place à l'individualisme qui mine la famille. Nous ne pouvons hélas pas ignorer qu'elle est devenue une réalité fragile et menacée. Je pense en particulier aux familles éprouvées par la pauvreté et le chômage, à celles qui se sont brisées à cause d'une séparation ou d'un divorce, à ces autres où la violence paralyse la confiance mutuelle et mine la capacité d'aimer. Pour l'archevêque de Montréal, la foi en Dieu et en l'Église doivent redevenir au centre de la cellule familiale. La clé de sa réussite se trouve dans l'amour même de Dieu qui nous offre son Fils, un amour qui se donne totalement pour le bonheur des autres. Monseigneur Turcotte, qui a remis en usage la messe matinale plutôt que la messe de minuit comme célébration principale du premier de l'an, a ensuite donné la communion aux fidèles qui s'étaient rendus à la basilique Marie-Reine du Monde. Puis il s'est mêlé à l'assistance pour exprimer ses vœux de circonstance. Ici Gilles Sirois à Montréal. Avant la messe, plusieurs avaient passé une bonne partie de la nuit debout à fêter l'arrivée de cette nouvelle année. Ça s'est passé comme ça ici et ailleurs dans le monde. « 1994 est d'abord arrivé en Australie, à milieu de nos tempêtes de neige, puisque c'est l'été là-bas. Des milliers de personnes ont fêté sobrement, l'alcool ayant été interdit pour la circonstance. À Moscou, par contre, pas de restrictions. Les fêtards ont attendu que l'horloge du Kremlin sonne le coup de minuit. À Rome, la tradition veut que les plus courageux plongent dans le Tibre. Il n'était que 3 cette année, la température extérieure 12 degrés. Et à West Palm Beach, en Floride, pas de feu d'artifice, mais toute une explosion. On a attendu le coup de minuit pour détruire un vieil hôtel qui cédera la place à un parc. Le premier ministre Jean Chrétien a offert aujourd'hui ses vœux de bonne année aux Canadiens. Jean Chrétien souhaite que 1994 soit meilleur pour les Canadiens que 1993. Il a souligné que la collaboration permettra aux Canadiens de surmonter les difficultés. Mais il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Si tous, y compris les gouvernements, travaillent dans un esprit de collaboration afin de mieux servir la population, 1994 sera une année remplie d'espoir. Depuis minuit, le Canada et les États-Unis ont un nouveau partenaire commercial, le Mexique. L'accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur officiellement aujourd'hui, 1er janvier. Évidemment, l'ALENA entraîne des changements. Des droits de douane, par exemple, ont été éliminés ou ont commencé à diminuer à la frontière du Mexique et des entreprises en profitent déjà. Les explications de Pierre Tourangeau. La campagne mexicaine où encore 6 millions de paysans vivent sans électricité. Un marché enviable pour BG-Checo, une firme d'ingénierie montréalaise. L'entreprise a déjà en main un contrat d'électrification rurale qui lui rapportera 20 millions de dollars par année pendant 5 ans. Une percée qui n'aurait pas été possible sans un rapprochement entre le Canada et le Mexique. Ça a certainement été un facteur important. Les Français ou les Espagnols auraient pu très bien faire la même chose. Mais ce n'est qu'un début. Avec l'entrée en vigueur de l'ALENA, les choses iront de mieux en mieux. Nous avons un projet de 200 millions de dollars de développement rural à partir de l'électrification et basé sur une technologie exclusivement québécoise. D'ici peu de temps, ce seront 50 millions par an que BG-Checo retirera de ses activités au Mexique. AMF de Montréal, un atelier ferroviaire filiale du Canadien national. Ici, on a des raisons de se réjouir de la baisse des tarifs douaniers qui accompagnent l'entrée en force du libre-échange avec le Mexique. Avec ça, nos produits maintenant sont plus compétitifs en Mexique. Ils nous ouvrent les portes qu'avant, elles étaient fermées. Et quelles portes? AMF est sur le point de décrocher un important contrat pour réparer et entretenir 200 locomotives des chemins de fer mexicains. C'est un contrat d'environ 35 à 40 millions de dollars par année pour 10 ans. Alors, c'est 400 millions. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'emplois ici. Et ça, c'est seulement le commencement. Et même dans les entreprises qui n'ont pas de plan particulier pour le Mexique, on réalise le potentiel que ce pays représente maintenant que l'ALENA est chose faite. Si, par exemple, les Mexicains venaient
ou avaient l'intention de rejoindre notre niveau de vie, bien évidemment, c'est un marché potentiel énorme pour nos installations ici au Québec. Bien sûr, libre-échange ou pas, il faut de la patience pour percer au Mexique. Mais les négociations qui ont mené à l'entente ont rendu les choses plus faciles. Les Mexicains sont maintenant plus ouverts à leurs voisins du Nord et prêts à faire des affaires avec eux. Pierre Tourangeau, à Montréal. Un cargo libérien, le Marika, avec un équipage de 36 personnes, a sombré dans l'océan Atlantique au large de Terre-Neuve. Les 36 membres d'équipage sont sains et saufs. Ils ont pu embarquer dans des canots de sauvetage. Parti de cette île, le Marika transportait du minerai de fer destiné aux Pays-Bas. 5 personnes, dont 4 Albertains, ont été tuées et 2 ont été blessées hier dans une avalanche au Montana. Les victimes faisaient de la motoneige lorsqu'elles ont été ensevelies. Parmi elles, un garçon de 7 ans. Pendant un moment, on a cru pouvoir retrouver l'enfant, mais son corps a été découvert cet après-midi. 2 personnes, dont le père de l'enfant, ont survécu. 35 policiers de Montréal ont été maintenus en état d'alerte pendant plus de 2 heures hier soir parce qu'on croyait être une prise d'otage dans une résidence pour personnes âgées et handicapées du sud-ouest de la ville. Un individu à l'intérieur de l'immeuble a proféré à plusieurs reprises des menaces par téléphone. Une voisine en a été toute bouleversée. Ça me touche beaucoup parce que je me dis, les personnes âgées, ben c'est assez pour qu'ils aient leur coup de mort. À un certain moment, on a même fait appel aux policiers de l'escouade technique, tant le présumé ravisseur se montrait persuasif. Mais quand la police a pu finalement pénétrer dans l'édifice, elle s'est rendue compte que le suspect était un handicapé en état d'ébriété avancée. Il a été arrêté. C'est pas la prise d'otage comme on connaît, sérieuse, mais il n'y en a pas de petites, il n'y en a pas de grosses. Donc on a déplacé des effectifs. Le navire russe Nikolai Golovanov aura été le premier cette année encore à franchir les limites portuaires de Montréal. En 1989, ce même navire avait également été le premier à atteindre le port de Montréal. Le capitaine a été accueilli par le président directeur général du port, Dominique Tadeo. La canne aux pommes d'or lui sera remise mardi lors d'une réception. Et puis, 3 tragédies sont venues ternir les fêtes du Nouvel An au Québec. D'abord, à Sainte-Félicité, près de Matane. Un enfant de 4 ans est mort hier soir des suites d'une intoxication après avoir mis le feu dans sa chambre à coucher. Le petit avait été confié sous les soins d'une gardienne. Et puis, à Pont-Rouge, près de Québec, un homme a perdu la vie hier soir dans l'incendie de sa résidence. À l'arrivée des pompiers, l'homme de 72 ans gisait inconscient près de la porte d'entrée. Et enfin, à Rock Forest, en Estrie, une femme de 31 ans est morte dans l'incendie de sa demeure. Les contribuables canadiens verront leur chèque de paie amputé encore un peu plus en 1994. La plupart des contribuables canadiens subiront une augmentation de leur contribution au régime d'assurance chômage et de pension du Canada. Au Québec, le régime des rentes est soumis à compter d'aujourd'hui à une nouvelle réglementation. Les changements touchent surtout les rentes d'invalidité, de conjoints survivants, d'orphelins et d'enfants d'invalides. Et puis la situation des conjoints sera aussi modifiée, ce qui pourrait causer des surprises aux personnes séparées qui ont refait leur vie avec un conjoint de fait. Dorénavant, si un jugement de séparation légale n'a pas été prononcé, la rente de conjoint survivant sera payable au conjoint légal plutôt qu'au conjoint de fait, comme c'était le cas jusqu'ici. Le premier bébé de l'année au Québec a vu le jour à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec, à peine 4 secondes après minuit, d'une mère atteinte de sclérose en plaques. Le bébé de 8 livres 9 onces, une fille, est en pleine santé. Et puis à Montréal, le petit Julian J. est né, lui, moins de 2 minutes plus tard, à l'hôpital général juif. Ses parents, les Santoudakis, qui sont d'origine grecque, ont décidé de donner tous les cadeaux offerts au premier bébé de l'année, ainsi qu'un chèque de 5 000 $ à des mères dans le besoin. On vous parle ce soir d'une université qui est unique au monde, l'université Gallaudet de Washington, pour les malentendants. Depuis les 5 dernières années, l'université a acquis une grande notoriété et elle attire beaucoup de Canadiens et de Québécois. Jean-Michel Leprince nous en parle. Sur un campus très agréable dans le nord-est de Washington, c'est la seule au monde pour les sourds et malentendants, l'université Gallaudet pour les sciences et les arts. Thomas Hopkins Gallaudet, père, le précurseur, et son fils Edward Miner, le fondateur, en sont à la base. Créé en 1864, issu de la première école pour sourds-muets aux États-Unis, sur la base d'une méthode française de langage des signes enseignée par Laurent Clerc, le premier professeur pour les sourds aux États-Unis et sourd lui-même. Il y a 2000 étudiants à Gallaudet à divers degrés de surdité. Il y en a même des sourds et aveugles. Gallaudet est comme n'importe quelle autre université, c'est simplement que tout le monde utilise le langage gestuel pour enseigner.
Un foyer d'université comme les autres, une cafétéria bruyante comme les autres, même si ce n'est pas à cause des conversations. Une bibliothèque comme les autres aussi, où on fait peut-être davantage qu'ailleurs usage des ordinateurs qui révolutionnent la vie des malentendants. Les différences, eh bien, cet étudiant répond à une offre d'emploi avec un téléphone public équipé d'un clavier. L'usage des beepers à messages aussi s'accroît sans cesse. Et les alarmes sont lumineuses. Et puis, au lieu de frapper ou sonner à l'administration, on éteint brièvement la lumière. Il y a 130 Canadiens ici et une demi-douzaine de Québécois, dont André Gagnon, de Québec, en première année d'interprétariat pour les sourds. Avec elle, Danielle Deschênes, qui lui vient d'arriver. André Gagnon, elle était au Cégep Sainte-Foy, qui ne lui manque pas du tout, à cause de la solitude perpétuelle qu'elle y connaissait. Jusqu'à l'âge universitaire, on est différent quand on est sourd. Quand on est intégré, on est différent. On essaie bien sûr de s'intégrer à tous les niveaux, mais c'est vraiment très difficile. Tandis qu'ici, c'est nous, les entendants, qui sont dehors, qui sont pas exclus, mais qui sont pas normaux. Here's the king of the gods, and he's trying to decide which one of the animals needs correction. Ici, un cours de littérature française, au programme Les Fables de La Fontaine. What's the point of the context? Right. Okay. Danielle Deschênes, lui, doit suivre un cours de rattrapage d'anglais, indispensable pour suivre dans toutes les matières. C'est le point faible des sourds, pas seulement des étrangers. Il y a 5 ans, Gallaudet a connu son heure de gloire. Une grève pour obtenir le départ d'une présidente incapable d'utiliser la langue des signes et la nomination du tout premier président sourd. Gallaudet est devenu célèbre, la cause des malentendants aussi. Ceci dit, ici même, 1% seulement d'entre eux parviennent jamais au niveau universitaire, contre 20% pour les entendants. Jean-Michel Leprince, à Washington. Les automobilistes doivent se montrer très prudents sur les routes du Québec puisqu'Environnement Canada prévoit d'importantes chutes de neige en plusieurs endroits. Les Laurentides, la Gatineau, le Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Basse-Côte-Nord et Sept-Îles pourraient recevoir dans les prochaines heures jusqu'à 20 cm de neige. Bien là-dessus, on passe aux prévisions du temps pour demain. Une dépression qui longe la vallée du Saint-Laurent ce soir et cette nuit apportera de la neige et de la poudrerie surtout sur le centre du Québec. Une masse d'air très froid suivra. Dans l'ouest, une dépression sur le sud de la Saskatchewan et qui s'étend jusqu'au Yukon donnera de la neige dans le sud des prairies et le long des Rocheuses. Dans les maritimes, dégagement progressif à Moncton, de la pluie à Halifax, de la neige à Saint-Jean-Terre-Neuve et aux îles de la Madeleine. Au Québec, de la neige également en Gaspésie et à Sept-Îles, un ciel variable avec averses de neige à Rimouski. À Québec et Saint-Georges-de-Beauce, dégagement avec poudrerie, tandis qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sera un ciel variable avec averses de neige et poudrerie. Ce sera ensoleillé à Montréal, Sainte-Agathe et Trois-Rivières, un ciel variable avec averses de neige à Sherbrooke. Ensoleillé également en Abitibi-Témiscamingue et à Chibougamau. En Ontario, il y aura du soleil à Ottawa, un ciel variable à Toronto, ciel variable également à Windsor, mais avec possibilité d'averses de neige. Ensoleillé à Sudbury, Hearst et Thunder Bay. Dans l'ouest du pays, à Winnipeg, ce sera un ciel variable, nuageux à Regina. Il y aura de la pluie à Vancouver, de la neige à Edmonton et Whitehorse, tandis que le ciel sera dégagé à Yellowknife. Voilà, c'est ainsi que se termine le téléjournal et puis bientôt cette première journée de 1994. J'en profite pour vous offrir au nom de toute l'équipe du téléjournal nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Bonne fin de soirée, à demain.